Bonsoir. Donc, nous allons entamer la troisième conversation au café sous le thème générique du génie du lieu. Donc, on vous invite, ceux qui souhaitent écouter cette conversation, de vous rapprocher. Vous pouvez nous rejoindre autour de la grande table pour qu'on se sente moins seul. Donc, rappelez que cette initiative revient au VIA, Valorisation de l'innovation dans l'ameublement. VIA qui a fêté ses 30 ans il y a quelques mois au centre Georges Pompidou et qui, pour le dire rapidement, est un centre de recherche et de création pour le compte d'un secteur industriel qui est celui de l'ameublement. Donc cette conversation sera animée par Gérald Aizé, le directeur général du VIA, et moi-même, Michel Bouisson, en charge des aides à la création et des relations avec les écoles. Donc vous pouvez vous rapprocher, n'hésitez pas, on vous convie avec grand plaisir autour de la table. Voilà, donc cette troisième étape va nous amener à Meisenthal, qui se trouve dans les Vosges du Nord, que beaucoup d'entre vous connaissent, et plus précisément dans son centre international des arts verriers. Cette rencontre fait suite à deux autres qui ont eu lieu hier et avant-hier. Nous étions dans le Périgord vert vendredi autour du pôle des métiers d'art. Hier, nous étions à Béthune dans le cadre d'un projet avec le centre Lab La Banque. Et donc aujourd'hui, il s'agit donc d'essayer d'approcher, de visiter en compagnie de Yann Grienenberger, son directeur général, et de Françoise Hambourg, designer bien connu, d'évoquer à travers des projets le projet général de ce centre international. Peut-être rappeler en quelques mots la philosophie de ces rencontres qui se propose de mettre en lumière un phénomène de plus en plus important, qui est l'affirmation de projets ambitieux, ancrés et portés par un territoire. Donc des territoires qui se projettent dans un devenir grâce à la médiation, on va dire à l'intercession de créateurs, en l'occurrence de designers. Alors, que veut dire ancrer dans un territoire ? C'est évidemment des projets qui prennent appui sur un contexte historique, et ça on le verra tout à l'heure en interrogeant Yann Grienenberger, donc lié à des activités, à des savoir-faire, à des cultures spécifiques, et puis des contextes évidemment géographiques, climatiques, géologiques, notamment la question des ressources, ou encore du domaine socio-économique lié à une histoire industrielle, à une histoire artisanale qui aura marqué profondément un territoire. Et ça, on l'a vu avec le pôle expérimental dans la région de Nontron. Donc, à travers ces projets, on voit des territoires qui tournent volontairement le dos et résolument à des processus que l'on pourrait qualifier de mortifères, notamment la question et les phénomènes de folklorisation, de fossilisation de savoirs qui vont peupler ensuite nos musées. L'ambition donc de ces rencontres serait de saisir ce que sont ces génies du lieu qui sont convoqués pour libérer les processus de création et évidemment de comprendre la nature des dispositifs qui sont mis en œuvre pour les atteindre. Alors, Meisenthal, évidemment, est l'illustration parfaite de ce phénomène qu'on pourrait qualifier de vitaliste, où l'histoire, au lieu de freiner, libère les puissances créatives, avec la volonté, évidemment, de poursuivre un récit, une histoire. Voilà, donc on va engager cette conversation avec Yann Grienenberger. On va lui demander de brosser. Il prendra le temps qu'il faut
un portrait à la fois historique donc, de cette région qui est riche en industrie, en histoire industrielle, et puis évidemment progressivement de nous parler de ce centre international et les raisons pour lesquelles aujourd'hui il a acquis ce statut, et ensuite on évoquera évidemment sa notoriété. À toi, Yann. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, Meisenthal, déjà ça sonne bien, Meisenthal, ça chante, on n'est pas dans le sud. Alors Meisenthal, en francique rhénan, c'est-à-dire cette langue qui est parlée dans cette partie des Vosges du Nord, donc dans l'Est mosellan, ça veut dire vallée des mésanges. Meisen, la mésange, Tal, la vallée. Donc c'est un petit fond de vallée, comme vous voyez hein, sur la petite photo. C'est un petit village qui a aujourd'hui encore 650 âmes et qui a une histoire bien particulière parce qu'il y a 5 siècles, des verriers nomades qui ont traversé la Bohême, l'Allemagne, à un moment donné se sont échoués dans cette petite partie des Vosges du Nord parce que justement, tu le disais tout à l'heure, les ressources naturelles du sol ont fait en sorte que les verreries ont pu s'installer là. Alors quand on dit ressources naturelles, c'est le sable que l'on allait puiser dans le fond des rivières. C'est évidemment du bois. Hein, on est dans une des régions les plus boisées de France. Parce que pour monter un four de fusion à 1500 degrés, pour faire fusionner ce sable, pour qu'il se transforme en verre, il faut énormément de bois. Et donc il y a aussi la fougère et la bruyère, puisque une fois récoltées par les dames, elles étaient brûlées, on recueillait les cendres, elles rentraient dans la composition du verre et permettaient au verre au sable de se transformer en verre, non pas à 1600 degrés, mais à 1300 degrés, c'est ce qu'on appelle un fondant. Donc voilà, hein, on fait des huîtres en Bretagne, on fait du verre dans les Vosges du Nord, voilà, il y a les ressources naturelles d'un territoire qui fait en sorte que, voilà. Première implantation, 16e siècle. Alors c'est marrant puisque ces sites, ce sont des petites familles nomades qui s'installent au fond de vallée. Alors quelques-uns sont verriers, les autres sont colporteurs de verre, quelques-uns sont chasseurs. Et une fois qu'ils ont brûlé le bois qui était situé à 1 km, 2 km autour, il est plus facile de délocaliser le four dans une vallée voisine que de ramener le bois au four. Et à partir du début du XVIIIe siècle, les voies deviennent plus carrossables et les moyens de transport plus sérieux. Ils commencent à sédentariser des vraies usines en fond de vallée. Meisenthal, 1704, première implantation sédentaire d'une verrerie de type industriel dans le nord de la France, dans le nord-est de la France. Alors cette usine a très rapidement s'est spécialisée dans ce qu'on appelle la gobeletterie bon marché, la verrerie usuelle, les verres à bière, des carafes, etc. Avant, dans la version artisanale et fond de vallée, c'était une réponse aux besoins fondamentaux immédiats, c'est-à-dire des vitres pour se protéger, des bouteilles pour conserver à boire et des bocaux pour conserver des aliments. Et cette verrerie va avoir une activité jusqu'en 1969, spécialisée dans la verrerie bon marché, la gobeletterie. Néanmoins, entre 1867 et 1894, Émile Gallet, qui était nancéen, va faire appel à l'usine de Meisenthal pour mettre au point tous les processus techniques qui vont voir naître l'art nouveau verrier. On sait aujourd'hui la valeur de ce mouvement-là, peut-être on pourrait même dire inégalé jusqu'à ce jour. Ça, c'est né à Meisenthal. C'est pour ça qu'on appelle encore aujourd'hui Meisenthal le berceau du verre art nouveau. Alors c'est vrai qu'il était précurseur. Hein. Mettons-nous à leur place à l'époque, 1867, une usine de fond de vallée qui accepte un créateur en son sein, un créateur qui de surcroît n'est pas verrier. On sait encore aujourd'hui combien c'est difficile parfois dans certains secteurs artisanaux de faire entrer un créateur. Alors vous vous rendez compte qu'en 1867, on peut saluer le courage des patrons d'alors. Il y avait un autre phénomène, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de spot de pub avant le journal de 20h. Il y avait les expos universelles. Et pour une usine comme Meisenthal qui faisait de la gobeletterie bon marché, pour se faire voir dans ces expos, il fallait avoir quelques pièces exceptionnelles. Et ils ont vu en Gallet peut-être la manière de signer des belles pièces. Donc malheureusement, à la fin des années 60, concurrencé par l'industrie verrière flamande et tchécoslovaque à l'époque,
la verrerie de Meisenthal décide de ne pas moderniser l'outil de production, ni de le mécaniser, comme l'ont fait certaines dans le nord de la France par exemple. Et un beau soir du 31 décembre 1969, la sirène sonne pour la dernière fois. Et donc, voilà, comme c'est bien le cas, comme c'est le cas dans bien des régions, ici en l'occurrence, quand une usine ferme, on voit derrière directement des conséquences comme la fermeture de tous les corps de métier induits, c'est-à-dire les moulistes, par exemple, toutes ces sociétés qui fabriquaient des moules, tout le petit commerce local. Néanmoins, on est sur une région qui est verrière et cristallière depuis 500 ans. Il y a encore quelques unités de production qui existent encore aujourd'hui. On a la cristallerie de Saint-Louis à 5 km, la cristallerie Lalique du côté alsacien à 5 km et encore quelques ateliers d'artisans. Donc 1969, cette usine ferme. Elle occupe 1 hectare en plein milieu du village. Donc on a même l'impression que c'est l'usine qui a provoqué la vallée puisqu'elle est vraiment nichée au fin fond de ce petit creux à Meisenthal. Et comme toute friche industrielle, pose rapidement des soucis urbanistiques, puisque ça devient un terrain de jeu magnifique pour les adolescents, un raccourci pour les ménagères, parce qu'en passant par l'ancienne friche, on gagne environ 30 secondes pour aller à la boulangerie. Les écoliers, pareil, donc ça devient un souci en termes de sécurité. Quelques conseils municipaux successifs sauvent l'usine de la destruction. Et on arrive aux années 78-79 où quelques érudits locaux, quelques anciens de la verrerie décident de créer une première exposition temporaire qui allait donner naissance en 1982 au musée du verre de Meisenthal, qui retrace toute l'histoire industrielle de ce site verrier, qui a compté jusqu'à 700 salariés. En 1992 est créé donc le Centre d'art verrier que je dirige depuis 2001. Donc c'est un centre de recherche qui a 3 objectifs. Le premier, c'est celui de sauvegarder les savoir-faire traditionnels en voie de disparition. Alors c'est facile à dire, c'est beau à écrire, mais dans la réalité, c'est pas évident. Donc on a mis en place très rapidement 2 actions majeures. La première, ce sont des séances de transmission de savoir-faire qui ont lieu tous les 2 à 3 mois avec d'anciens verriers de Meisenthal et des villages voisins de Götzenbrück, Lemberg, Wingen-sur-Moder ou Saint-Louis-les-Bitches. Et également une politique de rachat d'outillage ancien. Donc on a créé une moulothèque, on a conçu un fonds de 1500 moules en fonte et en bois, dont d'ailleurs nous avons réalisé, grâce à un partenariat avec l'école d'art de Valenciennes et le ministère de la Culture, une numérisation. Donc à partir de très prochainement, il sera possible de visionner via un code sur notre site internet toutes les formes historiques que l'on conserve et qui peuvent être très rapidement mobilisées dans de nouveaux contextes. On sauvegarde le savoir-faire, c'est sympa, ça fait un peu écomusée, on pourrait filmer ça, mais vous savez tous comme moi que dans certains métiers, ce n'est pas les images qui transmettent le savoir-faire, ni les films. Il faut vraiment que ça se passe autrement. Et nous avons décidé depuis une vingtaine d'années de remettre ces savoir-faire en culture. Ça permet de les sauvegarder. Alors tout ça est né parce que, vous savez, un petit village de 700 habitants, quelques verriers, un musée. Alors sans mauvais jeu de mots, ça sent l'exotisme rural, ça sent l'écomusée, ça sent les petits chevaux qu'on se fabrique pour faire plaisir aux visiteurs. Et on a eu la chance d'avoir très rapidement une rencontre importante avec François Burkhardt, ancien directeur de la CCI à Beaubourg, qui était à l'époque enseignant à l'école d'art de Sarrebruck, qui est un partenaire historique du site verrier de Meisenthal, et qui rapidement a accompagné les élus locaux, les animateurs de ce projet, dans une dimension qui consiste à considérer qu'il faut vraiment faire la part des choses et dire, d'un côté, il y a la main savante, le métier, le verrier, et d'un autre côté, il y a le cerveau, le questionnement, le designer, l'artiste. Alors, c'est pas dénigrer ni encenser ni l'un ni l'autre que de séparer dans 2 corps distincts les 2 métiers, mais c'est de dire qu'à un moment donné, c'est des métiers tellement particuliers qu'avoir la prétention d'être les 2 à la fois, c'est peut-être un peu compliqué. Surtout que nous, on se passe dans une perspective de potentielle application industrielle. On n'est pas un centre, un glass studio des années 80 dont l'objectif est d'accueillir des artistes verriers. On est vraiment dans une perspective où l'objectif est de potentiellement rallumer des fours et donner la possibilité à cette région sinistrée de rebondir sur son propre humus, sur son propre patrimoine technique.
Donc voilà, on sauvegarde le savoir-faire, on le remet en culture. Alors ça, c'est ce qui a fait en sorte, par exemple, que ce cher ami, Monsieur Hazembourg, François, un jour a pénétré ces locaux et n'en est plus jamais vraiment parti. C'est que voilà, nous avons invité depuis une vingtaine d'années environ une centaine de créateurs contemporains